Bonjour à tous, bienvenue au cours de tolérance dimensionnelle et géométrique. Cette semaine, au chapitre 2, nous allons parler des ajustements contenant-contenu. Donc, dans ce module, nous allons parler en premier des ajustements standards de type ISO et ANSI. Nous allons voir plusieurs exemples de types d'ajustements différents et on va travailler avec le tableau Excel Ajustement 21 qui a été programmé spécialement pour le cours de tolérance dimensionnelle et géométrique. Nous allons ensuite appliquer ces différentes notions sur des ajustements de pièces qui sont usinés. Et ensuite, on va faire un exercice pratique pour vraiment là, bien maîtriser ces notions-là. Premièrement, l'importance des ajustements entre deux ou plusieurs pièces. Donc, c'est la base des assemblages mécaniques. Donc, ça explique un peu l'importance que ça peut avoir. Donc, si on va vraiment à la base d'un assemblage mécanique, souvent, ça se résume en assemblage de boulons, assemblage de goupilles et de différentes pièces qui vont interagir les unes avec les autres en ayant soit du jeu, un peu de jeu, beaucoup de jeu, un peu de serrage ou beaucoup de serrage. Okay? Donc, ça se résume pas mal à ça des assemblages mécaniques. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que dans l'industrie, bon, on définit la qualité des mouvements, la durabilité, la précision, l'efficacité énergétique d'un mécanisme? Souvent, ça va se résumer à est-ce que mes assemblages de pièces sont bien conçus avec le bon type d'ajustement entre les pièces? Donc, ça peut faire varier aussi de façon assez importante le prix de revient d'un mécanisme. Donc, à cette étape, on doit bien calculer parce qu'il y a beaucoup de choses qui en dépendent. Donc, par la suite, avec ces résultats-là d'ajustement entre les pièces, on va avoir à calculer des chaînes de cotes, des tolérances géométriques, des finis de surface, et de tout ça va découler les procédés d'usinage requis pour être capable de fabriquer les pièces. Donc, comment on va faire le bon choix d'ajustement? Donc, vous allez retrouver dans vos notes de cours des tableaux qui vont vous permettre de faire une bonne sélection au niveau des types d'ajustements. Donc, le premier système qu'on va voir, c'est le système métrique qui nous propose dans les normes ISO des combinaisons de tolérance selon ce qu'on veut avoir. Est-ce qu'on va avoir un ajustement qui est très serré ou avec beaucoup de jeu? Donc, dans les combinaisons qu'on va retrouver dans le tableau, c'est là qu'on va être capable justement de faire un choix d'ajustement qu'on veut. Donc, je vous donne un exemple avec le tableau qu'on a ici. Donc, si je veux avoir un ajustement qui a beaucoup de jeux. Donc, pourquoi est-ce que je voudrais avoir ça, un ajustement avec beaucoup de jeux, comme par exemple ici on indique le jeu élevé. C'est dans des cas de longue portée, de mauvais alignement, de dilatation due à la température, etc. Et ça peut être aussi juste parce qu'on ne veut pas que ça coûte trop cher à fabriquer et on peut se permettre d'avoir du jeu à certains endroits. Donc, les combinaisons qu'on pourrait utiliser, par exemple, ça pourrait être un C10 pour l'arbre et un H11 pour l'alésage, ce qui me donnerait la case ici qui est en vert, en gris vert. Donc, ce type d'ajustement-là, donc si je prends un arbre C10 avec un alésage H11, ça pourrait me donner un ajustement avec beaucoup de jeu. Un autre exemple, c'est que si je voudrais avoir, par exemple, une pièce qui est très ajustée pour un assemblage de pièces qui est fixe, mais on veut quand même avoir un petit peu de jeu, on pourrait y aller dans la section qui s'appelle Ajuster. Et là, ici, on va avoir, par exemple, un H6 avec un H7 pour l'alésage. Et ça me donnerait le type d'ajustement qui est ici. Donc, pour le système métrique, ça fonctionne de cette façon-là. Donc, on va simplement choisir directement des combinaisons de tolérance pour l'arbre et pour l'alésage en se référant à ce tableau-là. Et ça va nous donner des assemblages de pièces qui répondent aux critères qu'on a de besoin. Donc, ce tableau-là, vous l'avez dans les notes de cours. Donc, ça va être important de se référer à ce tableau-là plus tard. Maintenant, le système impérial. Donc, ce que vous allez retrouver dans le Machinery Handbook, qui correspond aussi aux normes américaines. On aime beaucoup travailler avec ce système-là.
Okay? C'est plus clair, c'est plus facile à utiliser que le système métrique. Ça nous offre aussi plus de combinaisons d'ajustements possibles. Donc, les ajustements sont regroupés avec un code de lettres. Okay? Donc, le premier type d'ajustement, c'est les RC. Le deuxième, c'est les LC. Et puis là, je vais m'en aller vers de plus en plus de serrage. Donc, je commence avec des notions où il y a, dans le fond, où vous allez avoir du mouvement entre les pièces. Donc, les RC, c'est les Running Clearance. Donc, c'est un ajustement qui a du jeu. Ensuite, vous allez avoir les LC, qui est un ajustement avec du jeu aussi, mais ça pourrait être vraiment proche d'être serré aussi. Donc, tout dépendant de ce qu'on va avoir, on va avoir des ajustements qui ont soit un peu de jeu, pas de jeu du tout, un peu de jeu et beaucoup de jeu. Dans les LC, c'est très varié là, comme type d'ajustement. Ensuite, vous allez avoir les LT, qui sont des ajustements de transition, où là, on va avoir du serrage, mais c'est un serrage qui est très léger, qui va me permettre de démonter les pièces sans les briser et de les réutiliser plusieurs fois. Ensuite, on y va avec les LN, qui sont les Locational Interference Fits en anglais. Donc, c'est les ajustements qui sont très serrés à la presse, mais qu'on n'a pas besoin de chauffer les pièces. Donc, c'est juste un ajustement, un assemblage de pièces qui peut être pressé, mais qui ne peut pas être vraiment démonté. Si on essaie de les démonter, les pièces sont brisées, ils perdent le diamètre une fois qu'ils sont démontés. Et la dernière catégorie, qui sont les FN, qui sont les force ou les shrink fit. Donc, c'est des ajustements qui doivent être chauffés et refroidis. Donc, on chauffe une pièce, on refroidit l'autre pièce. Et si on les met ensemble, quand les pièces reprennent leur température, ils deviennent extrêmement serrés. Donc, c'est encore plus serré que le LN à la presse. Donc, les FN sont vraiment pour des assemblages particuliers qu'on n'utilisera pas souvent, mais qui, à l'occasion, vont être utilisés. Donc, on va revoir les différents types d'ajustements plus détaillés. Ce que j'ai fait pour que ce soit plus facile, dans vos notes de cours à la page 10, j'ai combiné les deux méthodes ensemble. Okay? Donc, j'ai fait une combinaison des tableaux pour qu'on ait une bonne idée de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, vous allez remarquer qu'au niveau du serrage, donc le tableau, en fait, si je pars d'en haut ici, ça va me donner beaucoup de jeux. Okay? Donc, ici, ça va être beaucoup de jeux. Puis, plus je vais descendre dans le tableau, plus je vais me diriger vers quelque chose qui est serré. Donc là, je les ai mis vraiment en ordre. Puis j'ai comparé, supposons, un LC10 dans mon tableau, c'est ce qui a le plus de serrage, le plus de jeux, excusez. Puis ainsi de suite en descendant. Donc les équivalents ANSI, donc les équivalents américains, comparés avec les équivalents métriques. Donc ça vous donne un ordre de grandeur qui est plus. Puis je dirais que ça facilite le choix des ajustements qu'on aura à faire plus tard. Donc ça, on va s'en servir tout à l'heure dans les exercices. Maintenant, pour la description des ajustements de type ANSI, je vous avais dit qu'on reviendrait là-dessus. Je veux vous montrer vraiment de façon particulière dans les types d'ajustements, qu'est-ce qu'on va avoir comme jeu puis comme serrage dans les ajustements. Ici, j'ai des tableaux qui viennent du Machinery Handbook qui vont vous permettre de voir de façon plus graphique quel est le type de jeu que je vais avoir. Donc, le premier ajustement qui est de type Running ou Sliding Fit, donc les RC. Retenez que les RC, c'est lorsque j'ai du mouvement entre les pièces. Donc, toujours, il faut que ça bouge. Si j'ai des pièces qui sont fixes, je ne dois pas prendre le RC. Okay? J'ai le LC qui va servir à ça. Donc, mon tableau fonctionne de la façon suivante. Donc, j'ai une ligne 0 ici qui représente mon diamètre nominal. J'ai un carré ou un rectangle blanc qui va représenter l'alésage. Et j'ai une partie noire qui va représenter l'arbre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le RC1, j'ai une tolérance qui est très petite sur la pièce qui est l'alésage, et j'ai un carré encore plus petit pour la portion qui est l'arbre. Mais entre les deux, j'ai tout de même un petit espace. On le voit à peine, mais il y a un petit espace qui veut dire que j'aurai du jeu. Donc, le RC1, ce qu'on peut dire en regardant ça, c'est que c'est une fabrique, je dirais que c'est un assemblage de pièces
qui va demander beaucoup de précision sur la fabrication des pièces, donc ça va coûter très cher et je vais avoir un jeu qui est très minime entre les pièces, mais il va toujours y avoir un jeu. Maintenant, si j'avance plus loin dans le tableau, on voit que le tableau est assez progressif ici, lorsqu'on part de RC1 puis qu'on s'en va plus vers les RC5, 6, 7, 8, 9, etc. Donc, c'est des valeurs qui évoluent de façon progressive. Donc, j'ai toujours de plus en plus de jeux. Et puis, quand j'arrive au RC5, là, on voit que j'ai vraiment une grosse augmentation du jeu. Le RC6 est similaire en termes de jeu, mais l'usinage des pièces est plus, je dirais, la tolérance est plus large. Et ça va continuer comme ça de façon là, presque exponentielle vers le RC9, qui va présenter beaucoup de jeux. Maintenant, toutes les catégories n'ont pas toutes la même progression, c'est ce qu'on va voir. Donc, la deuxième catégorie que je veux vous montrer, c'est la catégorie des LC. Là, on le voit ici graphiquement qu'il y a comme deux groupes différents dans le même tableau. Donc, les LC5 à aller jusqu'à LC11, on a une belle progression. Donc, ça, on peut dire que c'est des assemblages qui vont toujours fonctionner de la même façon, mais de façon progressive, tout dépendant du jeu que je vais avoir. Donc, les LC vont servir pour des assemblages de pièces fixes, qui pourrait y avoir un peu de mouvement quand même entre les pièces, mais ce n'est pas pour un mouvement qui est continu, comme on va avoir avec les RC. Donc, les RC vont nous servir beaucoup plus pour faire des coussinets, par exemple, ou des glissières, où il va y avoir un mouvement continu. Okay? Un mouvement soit rapide ou même un mouvement qui est continu. Maintenant, dans les LC qu'on a ici, par exemple, la première portion, les LC 1, 2, 3 et 4, c'est des types d'ajustements où il y a une possibilité qu'il y ait un jeu de 0. Donc, on le voit ici, là, il n'y a aucun espace entre mes carrés noirs et blancs. Ici, ici. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité que mes pièces viennent vraiment en contact les unes avec les autres. Donc, j'aurai un jeu qui est nul dans ces assemblages-là. Donc ça, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir, par exemple, pour des assemblages de goupilles, où on veut un assemblage que la goupille va rentrer snug, on appelle. Snug fit, ça veut dire que les pièces vont être vraiment ajustées mesure pour mesure. Ça se peut que vous ayez besoin d'un peu de force pour les rentrer en position. Okay? S'il y a de quoi, ça va être un léger serrage. Donc, l'avantage de ça, c'est que j'ai un positionnement qui est très précis. Okay? Donc, pour des assemblages de goupilles précises, c'est tout le temps des LC de 1 à 4 qu'on va prendre, tout dépendant de la précision qu'on veut avoir. L'autre portion, c'est beaucoup plus pour de l'assemblage de pièces fixes qui vont demander beaucoup de jeux. Donc, les LC, c'est vraiment ceux qui ont le plus de jeux. Donc, ces deux-là ici, là, le LC10, LC11, c'est les types d'assemblage qui présentent le plus de jeux, plus que les RC. Ensuite, les fits de transition. Donc ça, c'est des assemblages qui sont, c'est sûr, fixes, bien sûr entre deux pièces, parce que là, on a un ajustement qui est légèrement serré. C'est lorsqu'on veut quelque chose qui est démontable. Donc, on va pouvoir presser les pièces puis les dépresser, si on peut dire, donc sortir les pièces. Et ça ne viendra pas affecter la dimension des pièces. Donc, ce n'est pas suffisamment serré pour briser les pièces. C'est aussi des assemblages très précis. Donc, ça aussi, on va s'en servir pour de l'assemblage de goupilles, de l'assemblage de roulement à billes. Très souvent, ça va être dans ces catégories-là qu'on va travailler. Les fils d'interférence, qu'on appelle les LN. Donc, ici, on n'a pas beaucoup de choix, 3 choix d'assemblage. C'est des assemblages qui sont faits à la presse, qui sont très solides et qui sont indémontables. Dans le sens que on peut les démonter, mais si on les démonte, les pièces sont brisées et ils ne reviennent pas au même diamètre. Okay? Donc, je ne peux pas les represser une deuxième fois. J'aurais plus le même type d'ajustement. Donc, ça viendrait diminuer le serrage si je essaie de les réassembler. Donc, la force de retenue ne sera pas aussi forte si je les refais une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième. Finalement, les derniers types qu'on voit dans les normes ANSI, c'est les Force or Shrink Fit. Donc, ils sont assemblés avec de la chaleur. Donc, je vais chauffer la pièce qui est l'alésage et je vais refroidir l'arbre qui, lui, va rapetisser. Donc, ça va me permettre de faire un assemblage soit à la presse ou manuellement, qui va me donner un assemblage, une fois que les pièces reprennent la température, qui va être très solide.
Donc, c'est sûr que c'est indémontable. Donc, c'est impossible de démonter les pièces, carrément. Donc, ici, c'est vraiment là, pour les assemblages où je vais transmettre de la puissance. Donc, imaginez, le meilleur exemple, un engrenage que je voudrais installer sur un arbre, mais je veux qu'il tienne uniquement avec la force de serrage, puis je vais transmettre de la puissance avec cet engrenage-là. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire avec les force ou les shrink fit, donc les FN. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a carrément une inversion comparée au RC puis au LC, où là, c'est pas un jeu qu'on a ici entre les deux, là. OK? Donc ça, c'est vraiment du serrage. OK? Donc le serrage, dans le fond, est vraiment très grand ici, là. Donc c'est une impossibilité qu'il y ait du jeu dans tous ces cas-là, parce que mon arbre, qui est représenté ici, est toujours beaucoup plus gros que l'alésage. Donc c'est sûr que je vais avoir tout le temps un serrage là-dessus. Maintenant, on va regarder quelques exemples que vous allez retrouver dans l'industrie. Donc ça va vous aider à faire des choix pour votre conception. Ici, j'ai un assemblage qui est un montage d'usinage. Donc, on vient assembler des pièces, probablement pour percer ces trous-là ici. Et puis, pour positionner ma pièce, j'ai utilisé une goupille qui est encerclée ici en rouge. Cette goupille-là va être assemblée avec euh, un niveau de précision, un ajustement qui va être légèrement serré, probablement LT1, LT2, qui serait le bon type d'ajustement à utiliser dans ces cas-là. Ici, j'ai un coussinet, donc une espèce de douille en bronze, qui va servir à remplacer des roulements. Et puis, ce coussinet-là, lui, il va subir de la friction de mon arbre. Donc, l'arbre va être continuellement en rotation. Donc, à ce moment-là, je vais avoir besoin d'utiliser beaucoup de jeu ou un peu de jeu, tout dépendant de la précision que je vais avoir. Mais c'est assurément dans la catégorie RC que je vais travailler. Okay? Ça, c'est pour la partie de contact entre l'arbre et le coussinet. Donc, c'est sûr que je vais avoir du RC, ça peut dépendre, là, donc de RC3, RC6 qu'on voit assez souvent. Donc, ils vont me permettre d'avoir un bon ajustement entre les pièces. Le jeu va être à peine perceptible, mais pour la rotation, ça va permettre quand même une lubrification qui est intéressante. Donc là, c'est quand même une science très avancée, là, mais la règle à suivre en général, c'est que si j'ai deux pièces qui sont très précises, qui n'ont pas beaucoup de jeu, ça va prendre une lubrification qui est très liquide. Puis si j'ai des pièces qui ont plus de jeu, qui vont tourner moins vite, à ce moment-là, ça va prendre de la graisse, qui est plus visqueuse, qui va chercher à rester plus en place. Maintenant, l'autre cas qu'on voit ici dans cette image-là, c'est l'assemblage du coussinet sur le palier, ou en anglais le bearing housing. Donc le palier, lui, va fixer, ce qu'on peut dire, le coussinet sur une surface, sur une base. Et puis, il faut que je sois capable d'installer le coussinet de façon serrée. Donc là, ici, je vais utiliser une presse probablement pour installer mon coussinet. Il ne faut pas que ce soit trop serré non plus, tout dépendant de l'utilisation que je vais en faire, parce que je ne veux pas déformer trop le coussinet. Donc pour ça, on va utiliser encore une fois un léger serrage. Ça peut être dans la catégorie des LT ou des FN, mais dans les moins serrés qu'on va avoir dans les FN. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas trop forcer le coussinet à l'intérieur et venir le déformer. Ici, j'ai un exemple de pièce qui est assemblée avec un FN. Donc c'est vraiment là, une bride qui va servir à transmettre de la puissance. J'ai un arbre qui est quand même d'une bonne dimension ici, qu'on vient refroidir. Donc on voit ici qu'il y a une portion qui a été refroidie, probablement à l'azote liquide. Et j'ai une pièce à la base qui a peut-être été chauffée. Et puis quand je vais placer les deux ensemble, la température va ensuite reprendre, va s'équilibrer pour les deux pièces. Et à ce moment-là, on va avoir un serrage qui est très, très résistant, très serré. Ensuite, on va voir différents types d'assemblage. Donc là, je vais les passer rapidement parce qu'on en a quand même plusieurs. Donc ici, je vais avoir un assemblage qui a quand même beaucoup de jeu sur cette douille-là, mais je vais utiliser une vis de pression ici qui va me permettre de retenir les pièces ensemble. Donc ça, c'est vraiment utile pour les couples qui sont plutôt faibles. Donc je vais essayer de ne pas transmettre trop de puissance avec ça. Et puis, ça coûtera vraiment pas cher. Même principe pour un assemblage avec une goupille. Donc, les assemblages de goupilles, on peut y aller avec un jeu qui est quand même assez grand. Et puis, la goupille, elle, va peut-être être serrée,
pour venir se bloquer en position, ou on peut utiliser une goupille qui est conique. Pardon, la goupille conique, facile à fabriquer, j'ai un outil spécial qui est fait pour ça, et je vais venir faire un alésage qui est conique. Si je veux transmettre un peu plus de puissance, ici je vais utiliser un assemblage avec du jeu, avec un LC3, aller jusqu'à LC6 environ, et je vais utiliser une clavette qu'on voit ici, qui va permettre de transmettre la puissance à mon engrenage. Même principe pour les cannelures. Donc les cannelures, ici, je vais utiliser des arbres qui ont un assemblage aux alentours de LC8, LC6. Et puis, c'est les cannelures, dans le fond, qui vont transmettre la puissance. Ensuite, si je veux transmettre de la puissance, mais avec un assemblage qui est serré, donc le LN2 va être ou dans la catégorie des LN, va être un bel équilibre là, entre le niveau de serrage que je vais avoir et la force que je vais transmettre. C'est sûr que je ne peux pas transmettre beaucoup de puissance, mais je vais pouvoir en transmettre quand même un peu. Et c'est un assemblage qui n'est pas très dispendieux à fabriquer. Le deuxième qu'on voit ici, le String Fit, me permet de transmettre un grand couple. On peut utiliser par exemple un FN3 et ça va être un assemblage qui est moyennement dispendieux. Ce qu'on appelle le taper fit, donc c'est un assemblage avec une conicité. Donc ici, il n'y a pas de type d'ajustement qui s'applique à ça, parce que c'est une conicité. Donc, plus je vais serrer mon cône en position, ici, avec l'écrou, donc plus il va y avoir de serrage. Donc ici, ce n'est pas un ajustement standard, c'est un ajustement qui est de type conique. Mais ça permet quand même de transmettre beaucoup de puissance. OK, les autres solutions sont un peu différentes, dans le sens qu'on va utiliser d'autres moyens d'assemblage, comme par exemple un assemblage qui est usiné et soudé par la suite. Donc, je pourrais installer un engrenage sur un arbre. Le jeu d'assemblage de l'engrenage serait de type LC3, par exemple, ou LC6. Et puis, par la suite, je viendrais faire un joint soudé ici. Je viendrais souder les pièces ensemble. Ça, c'est pas tellement utilisé, je vous dirais, étant donné que lorsqu'on vient mettre de la chaleur, on vient souder les pièces ensemble, ça crée de la déformation. Et ça vient aussi enlever les traitements thermiques des pièces. Donc, ça demeure une solution que moi, je trouve pas très intéressante. Mais ça existe dans certains types d'assemblage. Un des derniers ici qu'on voit, c'est l'assemblage qui est usiné et collé par la suite. Donc là, à ce moment-là, si on veut coller des pièces, il faut laisser du jeu. Donc, c'est important de ne pas mettre de serrage entre les pièces. Ça pourrait être possible. Il y a certaines colles qui sont faites pour travailler avec les pièces qui sont ajustées serrées. Ça va donner encore plus de force de serrage, plus de force de retenue, on pourrait dire. Mais en général, les colles sont faites pour travailler avec un certain jeu. Pourquoi? Parce qu'on veut de l'espace entre les pièces pour que la colle puisse travailler, comme on voit ici là, dans la vue agrandie. Alors ça, c'est des montages qui sont peu dispendieux à fabriquer, qui sont rapides, puis qui offrent quand même un bon rapport là, pas de serrage, mais de force avec la transmission de la puissance dans des cas comme ça. Les colles ont beaucoup évolué ces dernières années et on est capable d'avoir des forces de retenue qui sont très impressionnantes. Ensuite, on serait prêt pour faire un exemple de choix d'ajustement et aussi de calcul. Donc, on a plusieurs méthodes à voir pour faire les calculs. Donc, je vais utiliser un montage qui est existant dans vos notes de cours. Donc, le premier exercice qu'on aura à faire tout à l'heure, c'est l'exercice du montage de perçage que vous allez retrouver à la page 9 des notes de cours. Le premier exemple qu'on fait, c'est l'ajustement de la vis dans l'alésage de la poignée. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai fait dans la deuxième figure, ici, j'ai mis en jaune là, les sections qui sont importantes. Donc, ça va être une chose que vous devrez faire dans les tableaux Excel de présentation pour les calculs. Il faudra faire une capture d'écran comme ça, puis surligner en jaune les portions qui sont étudiées. Maintenant, si on parle plus spécifiquement du type d'ajustement qu'on veut avoir pour ce genre d'assemblage-là, c'est bien sûr qu'au début, on est plus ou moins certain de ce qu'on fait. On ne connaît pas beaucoup les ajustements, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire dans le cours, c'est qu'on va faire plusieurs exemples et aussi, on va regarder au laboratoire physiquement avec des pièces
qu'est-ce que ça va donner comme effet si j'ai un ajustement de type LC9 ou un ajustement de type RC3. Donc, on va pouvoir en essayer plusieurs physiquement, fait que ça va vous donner une meilleure idée, une meilleure expérience pour être capable de faire des choix éclairés par la suite. Donc, dans cet exemple-là, j'ai un assemblage d'une pièce qui est vraiment pas très précise. Donc, la poignée qui est ici peut être assemblée avec quand même beaucoup de jeu. Puis, quand j'augmente le jeu, ça va par le fait même diminuer la précision de chacune des pièces. Donc, plus j'ai de jeu, plus je peux me permettre d'avoir des pièces qui sont imprécises, donc qui vont coûter moins cher à fabriquer. Donc, quand c'est pour des assemblages, je n'ai pas besoin de précision. Je ne veux pas investir beaucoup d'argent pour faire de l'usinage très précis, parce que je n'ai pas besoin de précision de toute façon. Ensuite, je vais avoir quelque chose qui est facile à assembler. Donc, si j'ai plus de jeux, c'est plus facile pour les assembleurs de venir placer les pièces ensemble. Je n'ai pas besoin d'une presse, je n'ai pas besoin de procédés spéciaux. Les pièces ne sont pas difficiles à aligner les unes avec les autres parce qu'il y a beaucoup de jeux. Donc, dans ces différents cas-là, ce que je trouve intéressant, ce serait d'utiliser un ajustement qui serait de type LC6 et plus. Ici, on a des pièces qui sont fixes aussi, l'une par rapport à l'autre. Ça, c'est un critère que j'ai oublié d'écrire. On pourra peut-être le rajouter ici. Donc, on a quelque chose qui est fixe. Donc, quand c'est fixe, puis qu'on a du jeu, c'est habituellement des ajustements de type LC qu'on va utiliser. Donc, LC6 et plus, moi j'ai choisi d'y aller avec un LC9, donc c'est un peu entre les deux, là, donc LC6 et LC11 qui est la limite. Moi j'ai pris LC9, quelque chose entre les deux. Maintenant, nous allons voir deux méthodes différentes pour calculer les résultats des ajustements. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on cherche? C'est qu'on veut savoir c'est quoi les dimensions des pièces qu'on a besoin d'utiliser. Et puis, on veut savoir quel va être le jeu minimum, le jeu maximum que ça va nous donner, parce que ça nous aide, dans le fond, à faire une analyse et savoir si on a soit un peu, beaucoup ou trop de serrage. Donc, première méthode que je vais vous montrer, c'est la méthode sur AMSweb. Donc, on avait déjà vu comment calculer des valeurs tolérancées. Maintenant, ici, on va calculer des ajustements. Donc, on va avoir deux pièces à considérer. Très simple, c'est le même principe. Donc, je vous donne comme exemple une valeur nominale de 10 mm. Et on va calculer un ajustement de type LC9. Le type, pardon, le type LC9, si vous faites la recherche dans les notes, on trouve que c'est un H10 pour l'alésage et un C10 pour l'arbre. Donc, je vais rentrer ces valeurs-là dans les choix que j'ai ici. Donc, un H majuscule 11 pour mon alésage et un C 10 pour mon arbre. Donc, ça va me donner un arbre qui est probablement plus petit pas mal que mon alésage. Donc, ça devrait générer beaucoup de jeux. Donc, je fais calculer avec ça. Et AMSweb va me sortir graphiquement le tableau qui m'indique c'est quoi le type d'assemblage que je vais avoir. Donc, si on le voit là, sous forme graphique, la ligne 0 qui est ici, on voit que mon arbre a une possibilité d'arriver à 0, pas mon arbre, excusez, mon alésage, mais l'arbre, lui, ne pourra jamais être plus grand que 9,92 mm. Ce qui veut dire que je vais toujours avoir beaucoup de jeux dans cet assemblage-là. Maintenant, les chiffres, plus précisément, on va avoir un chiffre qui est à une déviation, c'est-à-dire un écart supérieur, qui est à 90 millièmes de millimètre, et une déviation inférieure, le EI, qui va être à 0. Donc, si je le prends en mode limite, ça va me donner 10,09 et 10 comme valeur inférieure. Ça, c'est les dimensions de mon alésage. Par la suite, si je regarde mon arbre, un 10C10, je vais avoir moins 90 millièmes et moins 138 millièmes. Et en valeur limite, ça va me donner 9,92 et 9,862. Ça, c'est des valeurs que je devrais inscrire sur mon dessin. Très facile, c'est direct. Maintenant, qu'est-ce que ça me donne comme type d'ajustement? Ben, le logiciel va me le dire ici. Donc, ça va me donner un clearance fit. Donc, ça va me donner beaucoup de jeux. Et puis, il va me donner, c'est quoi en chiffres, le jeu maximum que je vais avoir et le jeu minimum. Donc, j'ai un jeu minimum de 80 millièmes, ce qui est quand même assez grand, et un jeu maximum de 228. Donc, tout dépendant des combinaisons de mesures que je vais avoir, ça pourrait varier dans cet intervalle-là. Maintenant, je vais vous montrer le même principe
lorsqu'on va travailler avec, dans le fond, le même système, mais cette fois-là, on va travailler en pouces. Donc, je vais tout simplement changer de catégorie ici. Je vais aller choisir INSI Limits and Fit Calculator. Et puis, je vais changer mes valeurs ici. Je vais y aller avec du 0.375, qui est à peu près 3,8 dans le fond, qui est 10 mm. Et je vais choisir directement ici le LC9. Donc, ici, c'est plus facile quand on travaille en pouces. On a les ajustements directement. Donc, on n'a pas à choisir les H quelque chose, C quelque chose. Donc, c'est direct. Donc, je choisis LC9 et voici les valeurs qu'il va me donner. Donc, plus 3,5 milliamps, 0 pour la valeur de l'alésage. Et j'ai moins 3, moins 5,2 pour la valeur de l'arbre. Ça devrait me donner la même représentation graphique parce que c'est le même ajustement que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ça me donne la même allure en termes de jeu. Et puis, pour ce qui est des clairances, tout ça, donc on l'a dans le tableau ici. Il va me donner 8 milliamps et 7 maximum de jeu et 3 milliamps de jeu en pouces. Donc, c'est des valeurs équivalentes à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais cette fois-là, c'est en pouces. Si je veux travailler avec MidCalc maintenant, qui est le logiciel qui est disponible sur les ordi au Cégep, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de... Là, je vais fermer ça ici. Vous n'aurez pas besoin d'Internet. Donc, si jamais vous avez un problème d'accès à Internet, pour quelque raison que ce soit, vous pouvez travailler avec MidCalc, que lui n'a pas besoin d'Internet. Donc, si vous travaillez en métrique, prenez la première catégorie. Ici, je viendrai insérer mon diamètre nominal à 10 mm et je vais rentrer dans les choix que j'ai ici, mes intervalles, exactement comme j'ai fait dans MSWeb, ce qui devrait me donner un, ici j'avais C10, ce qui devrait me donner les mêmes chiffres que tout à l'heure. Donc, plus 90, moins 0, ça c'est bon, et moins 80, moins 138. Et on a les mêmes jeux aussi qui sont représentés ici. Si je travaille en pouces, j'active la deuxième zone et je vais rentrer mes valeurs directement ici pour mon nominal. Et je vais devoir choisir ici dans la liste déroulante quel est le type d'ajustement que je veux avoir. Donc ici, c'est la deuxième catégorie, les LC. Et je vais y aller avec un LC9. Donc ça me donne un H10C10. Désolé. Et puis, on a les mêmes ajustements, encore une fois, que dans MSWeb. On a aussi un petit graphique ici qui est intéressant, qui me montre l'allure du graphique. On voit ici que les deux sont très similaires, un en métrique, un en pouces. Maintenant, la deuxième façon de travailler avec les ajustements, qui va être celle qu'on va utiliser, qui est la plus facile aussi, la plus rapide. Non seulement ça va me permettre de calculer des valeurs, mais ça va aussi me donner une occasion de bien présenter les résultats. Donc, la feuille Excel d'ajustement, vous l'avez sur le partage PVDAR 02 dans la section document de partage. On voit ici que bon, le titre, ça va être Ajustement 21, version 1. Donc, cette feuille-là a été programmée spécialement pour notre cours. Et puis, elle va nous permettre de retrouver les informations qui viennent des tableaux d'ajustement standard. Le tableau Excel est fait plus pour travailler avec des mesures en pouces. Donc, si vous voulez faire des mesures métriques, il faudra faire une conversion et faire les calculs dans la feuille et ensuite retourner en métrique. Mais le tout se fait quand même assez bien. Pardon, le tout se fait quand même assez bien, assez rapidement. Donc, lorsque vous ouvrez le fichier Excel, vous devez premièrement remplir les informations de base, comme le nom de l'équipier, le nom du projet, et détailler quelles sont les pièces que je vais analyser dans cet assemblage-là, dans ce calcul-là. Ici, j'ai une zone qui va me servir à coller des images. Donc, l'image que je vais coller, soit que ça va être deux pièces séparément ou les deux pièces ensemble. Donc là, il y a moyen là, de représenter ça pour bien cibler quelles vont être les surfaces ou les pièces qui vont être calculées dans cet ajustement-là. Par la suite, vous allez avoir à rentrer les chiffres. Donc là, ici, la première information que j'ai de besoin, c'est le diamètre nominal. Bon, dans mon exemple, moi, je travaillais en millimètres. Donc, si je veux travailler en millimètres, je n'ai pas le choix ici. Je vais faire une conversion pour passer au pouce. Donc, si je prends 10 mm,
dans ma case, ça va me donner 0,3937 pouces. Donc, je vais rentrer ça dans mon diamètre nominal, 0,3937. Et le type d'ajustement que je voulais calculer pour mon exemple, c'est l'ajustement LC9. Donc, vous allez aller dans la liste déroulante, ici, et vous allez choisir LC9. Vous allez voir que les valeurs vont s'ajuster ici automatiquement. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc, c'est très, très rapide comme calcul. Vous avez deux valeurs à rentrer, un diamètre nominal et un choix d'ajustement. Par la suite, vous allez devoir recopier les valeurs de mes dimensions ici pour corriger mon dessin. Si mon dessin est en métrique, vous avez les valeurs métriques qui sont juste ici à côté. Donc, moi, je travaille avec du 10 mm. Donc, ça va me donner plus 89 millièmes de millimètre, moins 0. Et pour mon arbre, ça va donner 10 mm, moins 76 millièmes, moins 132 millièmes. Donc, c'est les valeurs que je devrais recopier sur mes dessins de détail. Donc, j'irai dans SolidWorks. Donc là, je l'ai ici, pas loin. On va regarder ça. Pour la valeur pour l'arbre, je l'ai sur mon dessin de détail numéro 1, qui est ici. Donc là, je viendrai ajuster ma valeur. Je viendrai me placer en mode absolu pour que ça aille mieux pour rentrer mes dimensions. Je vais aussi ajuster mes nombres de décimales à 3 pour bien représenter la valeur. Et puis, en mode bilatéral ici, je vais être capable d'ajuster l'écart supérieur à 0,089. 0,089, Enter. Pour la valeur écart inférieur, qui est à 0. On laisse ça comme ça. Et voici la mesure que ça va me donner. Donc là, tout ce que j'aurai à faire à partir de ça, c'est faire une capture d'écran de mon dessin pour prouver sur ma feuille Excel que j'ai bien modifié la valeur. Moi, je vous recommande de faire un aperçu avant impression. Ça va toujours mieux parce que ça fait un fond d'écran qui est blanc. Donc, ça fait une meilleure capture d'écran. Donc, vous pouvez faire la capture d'écran, soit avec l'outil de capture qu'on a ici dans le bas de l'écran. Vous, peut-être qu'il est sur votre ordi, il est dans les accessoires de Windows. Donc, si j'y vais avec ça, il va nous donner le choix d'activer la fonction avec Nouveau. Et je vais sélectionner ma zone ici qui m'intéresse. Je retourne à ma feuille Excel et je viendrai ici coller mon image. Là, je vais la redimensionner pour que ça fitte bien dans mon cadre ici. Et je ferai pareil avec la poignée. Je me suis trompé ici. Je pense que j'ai mis les tolérances de la poignée sur la vis. Exactement, c'est ça que j'ai fait. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas un problème. On retourne corriger ça. Ça va prendre 2 secondes. Donc je fais fermer ici. Je sélectionne ma mesure. Je reviens ici. Je mets les bonnes mesures cette fois-là. Donc c'est du négatif. Donc 0,076 d'écart supérieur et moins 0,132 d'écart inférieur. Et voilà. Je refais ma capture d'écran. Donc, je me mets en aperçu. Je viens zoomer un peu. On se fait une capture d'écran avec l'outil de capture. Donc, nouveau. Comme ceci. Et je viens intégrer la bonne capture cette fois-là sur mon tableau Excel. On va le redimensionner un peu. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide comme procédure. Et puis, maintenant, le deuxième dessin de détail, c'est la poignée. Ici, je vais essayer de l'activer comme ça. On dirait qu'il ne veut pas. Il faut que je commence par fermer cette page-là. Bon, comme ceci. Donc là, je vais zoomer la portion qui m'intéresse. Et moi, c'est l'alésage ici que je veux modifier. Donc là, présentement, j'ai un alésage à 10 mm nominal. Je n'ai pas de tolérance dessus. Donc si je le sélectionne, je vais aller choisir une tolérance bilatérale à 2 décimales, 3 décimales, ça va aller mieux. Et puis, je vais insérer ma mesure qui est à 0,089 positif et 0 négatif. Dans le sens que j'ai un écart inférieur qui est à 0 pour un ajustement de type H sur les alésages. Donc, voici ce que ça me donne. Maintenant, il faudrait que je fasse un aperçu, encore une fois. Zoomer la section. Utiliser l'outil de capture. Comme ceci.
plus là à ce moment-là. On peut même rajouter ici un peu de jaune là, pour montrer la section qui a été calculée, qui a été modifiée. Des fois, il peut y avoir plusieurs mesures. Là. Moi, j'en ai juste une. C'est un dessin très simple. Vous allez avoir des dessins très complexes plus tard où il va y avoir beaucoup de mesures. Donc, c'est bien de cibler en jaune comme ça la mesure qui m'intéresse. Donc, ma capture est faite et je vais aller sur Excel, faire un copier-coller de tout ça. Et voilà. Donc, voici mon tableau Excel. Maintenant, la seule partie qui me manque ici, là, je ne l'avais pas faite au début, c'est la capture d'écran de mon assemblage. Vous pourriez prendre l'assemblage qui est dans les notes de cours du cours de tolérance et puis prendre la figure, puis venir identifier là, la zone qui est étudiée ici. Donc, une fois que c'est fait, vous avez rempli les informations, etc., on va sauvegarder notre fichier avec un nouveau nom. Donc là, on ne l'appellera pas ajustement 21, on va l'appeler ajustement de vis poignée, quelque chose comme ça. Et votre nom de famille. Ça. Et on va enregistrer ça dans notre dossier de travail. Ensuite, quand tout ça est fait, on s'en va sur Enregistrer sous et on va changer le format. Ici, vous allez me placer ça en format PDF. Là, je le cherche. Habituellement dans le bas. Ah, il est ici. Donc, il faut rouler un peu la souris pour arriver dans le bas du menu déroulant. Et là, vous avez la version PDF. Et j'enregistre ça. Automatiquement, Acrobat Reader va vous donner un aperçu de votre capture d'écran, de votre sauvegarde en PDF. Et voici le résultat que moi, je vais corriger sur la remise lorsque vous aurez fini le travail. Donc, vous devez me faire ça 4 fois pour chacun des assemblages qui sont identifiés dans l'exercice. Donc, celui-là, je l'ai fait avec vous, mais il sera à remettre quand même avec le reste des ajustements. Donc, par la suite, dans vos notes de cours ou dans le cahier d'exercice, si on regarde l'exercice numéro 1, montage de perçage, on doit faire exactement ce qu'on a fait dans la démonstration que je viens de vous faire, sauf que ici, on va continuer plus loin, puis on va venir réaliser les autres ajustements. Okay? Donc, on va avoir un ajustement entre la goupille 5 et la poignée. Le premier, c'était la vis et la poignée. Ensuite, la goupille et la poignée. Ensuite, la goupille dans la vis. Et ensuite, pour finir, le coussinet et le support. Donc, ces 4 ajustements-là, vous devez utiliser le tableau Excel pour chacun. Donc, ça prend une feuille différente, un tableau Excel différent pour chacun des ajustements. Et par la suite, vous ferez une sauvegarde en PDF de chacun de ces ajustements-là. Donc, pour le premier travail, c'est ça qu'on va faire pour cette semaine. Donc, vous allez devoir vraiment faire dans l'ordre exactement comme j'ai fait dans la démonstration, mais pour différents types d'ajustements. Là, ce qui est un peu plus le défi là-dedans, c'est pas tellement de recopier des choses dans un tableau Excel, c'est plus de faire le choix des bons ajustements, donc les bons types d'ajustements. Est-ce que je vais prendre un LC, un LN, un FN, etc. Donc, c'est là qu'il va y avoir un petit peu de recherche à faire pour trouver les bonnes informations. Ensuite, remplir les tableaux Excel, c'est relativement facile. Dans les notes de cours, je vous donne même là, un résumé des activités, si on peut dire, ou des différentes choses que vous devez faire là, pour réaliser le projet. La deuxième, dans le fond, ici, j'ai copié les notes de cours en 2 pages. La deuxième page ici, c'est encore la suite, là, dans le fond, de la description du travail à faire, toute cette portion-là. Donc, vous pouvez faire ça vraiment intégral. Et vous sauvegardez chacun des tableaux que vous faites. On devrait en avoir 4 au total. Sauvegardez ça en PDF et copiez-moi ça sur la remise PBEDAR02, sans oublier d'écrire votre nom sur chacun des fichiers, si on veut que ça aille bien pour faire la correction de tout ça. Donc, cette semaine, on va travailler sur ce petit projet-là. Et il y aura une deuxième partie au projet qui, cette fois-là, on va venir remplacer des pièces qui sont usinées par des pièces achetées toutes faites chez un fournisseur comme McMaster. Donc, le résultat que vous devriez avoir, ça devrait ressembler à ça, donc avec la capture d'écran de l'assemblage, les zones qui sont mises en jaune ici, la description du projet,
et aussi les sections là, avec bon, les ajustements, le choix d'ajustement, les valeurs numériques. C'est ceux-là ici qui nous intéressent parce que nous, on travaille en métrique. Et dans la partie finale, dans le bas du tableau, on va avoir les captures d'écran qui nous viennent des dessins de détail ici, qui ont été modifiés en conséquence pour s'ajuster avec les calculs qu'on a faits. Donc, on travaille là-dessus cette semaine. Je souhaite une bonne semaine. Merci de votre attention. Et puis, on va s'en reparler cette semaine. On va faire aussi quelques autres démonstrations au besoin sur ce type de projet-là.